Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'aide à gérer tes relations, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h. Alors si le podcast n'est pas ajouté à ta bibliothèque, je t'invite à le faire pour ne manquer aucun épisode. Et oui, le nom du podcast a changé, la couverture a changé, le fond musical aussi. J'avais envie d'évoluer, on évolue dans le podcast, on a de plus en plus d'écoutes, donc il fallait une cover qui représente cela, un fond musical aussi un peu plus élégant et un nom qui marque plus. Donc j'espère que ces changements vous plaisent, j'espère qu'ils vont pas trop vous dérouter. Au début, c'est difficile, on a du mal à s'habituer, comme tout changement, mais avec le temps, ça va prendre et j'espère que ça vous plaira bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le premier épisode du mois de mai. Donc, qui dit premier épisode du mois dit FAQ. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la FAQ du mois de mai. Donc, j'ai sélectionné, comme d'habitude, 10 questions qui m'ont été posées principalement sur TikTok. Et je vais y répondre. Il y a beaucoup de questions autour du travail et je les ai sélectionnées exprès parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'épisodes autour du travail ce mois-ci. Je vais vraiment me focus sur l'amitié qui est une grosse thématique aussi de mon podcast. Donc c'est pas grave s'il n'y a pas trop de questions au niveau de l'amitié, vous inquiétez pas, il y a full d'épisodes qui arrivent dédiés à l'amitié. Sans plus tarder, je vais pas te faire patienter plus. Prends de quoi noter parce qu'il y a certaines questions qui vont te parler, j'en suis sûre. Installe-toi dans un lieu calme et une fois que c'est fait, on peut commencer. Comme dans chaque épisode, le point préliminaire qui est le suivant, mes DM, TikTok, Instagram, Twitter et mail sont ouverts pour vos questions du mois de juin. Le lien de mes différents réseaux sociaux sont disponibles en description. Donc si vous avez des questions concernant le travail, les relations amicales, les relations professionnelles, les relations avec la famille, n'hésitez pas à m'écrire. Je commence déjà à rassembler les questions pour la FAQ du mois de juin. Donc je répète, vous avez le lien en description pour m'envoyer un mail, un message sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram. Je sélectionnerai vos questions pour la FAQ du mois de juin. Une fois que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. La première question qui m'a été posée sur un post TikTok, c'est la suivante. Comment bâtir des relations amicales sincères et durables ? Le premier point pour avoir des relations amicales sincères, c'est déjà de l'être soi-même avec soi. Plus tu as l'habitude d'être sincère avec toi-même, plus avec les autres, c'est facile aussi d'être sincère. Si toi-même tu te mens sur certaines choses que tu fais, si tu connais pas tes défauts, si tu connais pas tes qualités, comment tu vas être sincère avec les autres? Donc déjà, nourris la sincérité avec toi-même. Deuxième point, accepte les autres comme ils sont. Quand tu acceptes une personne comme elle est, elle se sent pas menacée, elle a envie de rester avec toi parce qu'ailleurs, on ne l'accepte pas. Il y a tellement d'endroits où on n'accepte pas les gens que quand nous, on les accepte, ils se sentent bien avec nous et ils veulent rester dans ces amitiés. Donc, accepte les gens comme ils sont. Tu n'es pas Superman, tu n'es pas Iron Man, tu n'es pas là pour changer les gens. Ok ? Donc, les personnes qui viennent à toi, tu les acceptes comme elles sont. Et si tu ne peux pas les accepter parce qu'elles ont un défaut que tu ne peux pas supporter, elles ont une certaine personnalité, des traits de caractère qui t'irritent un petit peu, tu ne te mets pas en amitié avec elles. En tout cas, les personnes que tu choisis, c'est des personnes que tu dois accepter sincèrement, accepter leurs erreurs, accepter leurs défauts, accepter qui elles sont. Là, je t'ai donné des éléments d'état d'esprit. Ensuite, concrètement, pour avoir des amitiés sincères et durables, tu dois déjà avoir des amis. Donc, qui dit amitié dit rencontrer de nouvelles personnes, avoir de la conversation, connaître les piliers importants de l'amitié, ce qui fait que les amitiés durent dans le temps. Tout ça, j'ai des épisodes. Donc, tu peux chercher et je vais même te faciliter la tâche. Je vais te mettre les épisodes en description que tu peux écouter et qui vont réellement t'aider. Donc, les piliers de l'amitié, c'est important. Comment rencontrer de nouvelles personnes, comment aller vers les autres, comment avoir de la conversation, comment cerner une personne également. Et tu peux écouter aussi tous les épisodes qui parlent des problèmes de l'amitié. Ça va t'aider à construire tes standards, à te dire « Ok, ça, je n'en veux pas. Si j'en vois au début, cette personne ne peut pas entrer dans mon cercle. » Donc, je résume. Au niveau de l'état d'esprit, 1, sincérité avec soi-même. 2, accepter les gens comme ils sont. Et 3, aller vers les autres, ne pas avoir peur d'aller vers les autres parce que c'est comme ça qu'on construit des amitiés. Toutes les références que je t'ai données, ne t'inquiète pas, je vais les mettre en description. On passe à la deuxième question.
La deuxième question qui m'a été posée par une abonnée par mail, c'est la suivante. Comment gérer les conflits entre amis? C'est une très bonne question parce que c'est une question qu'on se pose pas souvent, dans le sens où on a l'impression que pour les amitiés, tout devrait se passer tout le temps correctement. Là où avec les relations amoureuses, c'est pas la même chose. On a ancré dans notre esprit qu'il doit y avoir des disputes, que des fois il y a des moments un peu de tension et que c'est normal en fait. Ça fait partie d'une relation de couple, ça fait partie d'une relation de mariage. Par contre, dans les relations amicales, c'est comme si tout était idéalisé et c'est très toxique parce que les gens ne savent pas gérer les conflits correctement. Ils se retrouvent un peu en panique. Ils sont en mode non mais ça va pas, ma relation amicale ça va pas. Avec ma meilleure amie on s'entend pas bien en ce moment donc il faut tout jeter à la poubelle. La réalité, c'est que c'est non. Dans toute relation, il va y avoir des moments de tension, il va y avoir des disputes, des incompréhensions, et il faut savoir les gérer. C'est pour ça que je trouve cette question très pertinente. Faut pas faire toute une montagne des conflits qu'il y a en amitié. Ça se règle, à condition que l'amitié passe au-dessus. C'est comme dans une relation de couple. On dit souvent que c'est le couple contre le problème. En amitié, c'est pareil. C'est l'amitié contre le problème. Tu trouves que ta meilleure amie ne t'écoute pas assez. C'est pas à ta meilleure amie en fait que tu vas en vouloir. Tu vas en vouloir au problème de l'écoute. Maintenant, comment on fait pour que dans notre amitié, il y ait plus d'écoute? Ta meilleure amie, c'est le véhicule en fait qui fait qu'il n'y a pas d'écoute. Mais le vrai problème, c'est l'écoute. C'est pas ta meilleure amie. Ça va t'éviter d'avoir de l'animosité contre elle, de te dire qu'il faut que tu te sépares ou autre. Parce que peut-être qu'elle n'a pas les clés, peut-être qu'elle ne sait pas, peut-être qu'elle n'est pas habituée. Et c'est le problème que tu dois gérer. C'est pas elle en particulier. Si ça persiste dans le temps, qu'on ne trouve pas de solution, là, effectivement, il va falloir envisager des solutions plus radicales. Mais au début, quand il y a un conflit, ce n'est pas à ton ami que tu dois en vouloir, c'est au problème. Et elle, c'est le véhicule du problème. Ça te permet de vraiment en dissocier et de te dire que, ok, j'y vais pas pour l'engueuler, j'y vais pas pour lui crier dessus, pour pleurer, pour l'accuser de tous les noms. Je viens pour régler un problème. Et on est là pour régler le problème. Elle aussi, elle va m'aider à régler ce problème, même si elle est le véhicule. Et ce que je dis là, c'est loin d'être facile. C'est loin d'être facile, c'est difficile. Mais moi, je galère avec ça. Mais je me rappelle cette pensée pour me dire que je dois avoir le bon combat. Le combat, c'est pas mon ami, le combat, c'est le problème. Et on va le combattre à deux. C'est mon allié, c'est pas mon adversaire. Et quand tu as cette pensée à l'esprit, tout est orienté différemment. La manière dont tu vas aborder le problème, la manière dont tu vas résoudre ce problème, ton ton, les mots que tu vas employer, tout va changer parce que tu ne vas pas accuser l'autre. Tu ne vas plus accuser l'autre, tu ne vas plus l'engueuler. Désolé du terme, il est vraiment pas élégant, mais c'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Tu ne vas pas lui crier dessus, tu ne vas pas la gronder. Tu vas tout focus sur le problème. Et comme elle ne va pas se sentir accusée, elle va vouloir faire des efforts, elle va vouloir changer, elle va vouloir évoluer, elle va vouloir s'améliorer. Parce que tu ne l'accuses pas. Accuser quelqu'un, être véhément, faire des invectives, ça ne change rien. Toi, sur le coup, ça te fait du bien, mais sur le long terme, la relation amicale, elle en pâtit. Et vous prenez des habitudes pas saines pour régler vos différends. Or, les différends, ça fait partie d'une relation. Plus vous savez gérer vos conflits, plus l'amitié va mieux aller et elle va durer. Parce qu'on sait que on est dans cette amitié, quand il y a des problèmes, c'est pas grave, ça se règle. Ok, au début, on se sent un peu mal, on est un peu gêné, ça fait pas plaisir d'aborder un problème. Mais comme on le gère bien, c'est pas lourd à porter. Mais si c'est lourd à porter à chaque fois qu'il y a une dispute, même s'il y a 80% de bonheur, les 20% sont trop lourds. Sont beaucoup trop lourds, ça n'en vaut pas la peine. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que j'insiste sur l'état d'esprit, sur la perception des choses. C'est pas des problèmes techniques que les gens ils ont. Des fois, ils se disent non mais il me manque telle information, il me manque telle chose, je sais pas comment bien formuler cette phrase, je ne sais pas comment dire les choses paisiblement. C'est pas que tu sais pas le faire, c'est que tu pars avec la mauvaise perception. Donc tout est orienté. Si tu accuses quelqu'un, forcément tu vas être véhément, forcément tu vas faire des invectives, forcément l'autre va se sentir coupable, forcément elle va vouloir se défendre, forcément vous allez pas vous entendre. Mais si tu pars avec le bon état d'esprit et tu te dis que ce problème déjà il peut être réglé, que c'est pas l'autre que j'accuse, c'est le problème et que c'est mon allié, on va régler ça à deux. Ton ton il change, tes mots changent, tes phrases changent. La solution que tu apportes, tes efforts aussi changent. Tout change. Donc le problème que tu rencontres dans la gestion de tes conflits,
ce n'est pas les choses techniques, ce n'est pas un mot, une méthode en particulier qu'il te manque, c'est l'état d'esprit. Donc change ta perception des choses et tu verras que tu géreras mieux tes conflits. On passe à la troisième question. Troisième question qui m'a été posée à propos du travail cette fois-ci. Doit-on faire semblant d'aimer les gens au travail? La réponse est non, évidemment. On n'est pas au travail pour aimer ses collègues. On n'est pas au travail pour aimer ses clients. On n'est pas au travail pour aimer ses patients. En revanche, on se doit d'être agréable. Et si on apprécie les gens, c'est cool. Mais on peut ne pas les aimer, on peut même des fois ne pas les apprécier plus que ça, mais on leur est quand même agréable. La question en fait que je me pose à travers ta question, c'est est-ce que tu es capable d'être agréable aux gens même si tu les aimes pas? Je pense que la réponse est non, et c'est pour ça que tu poses la question. Parce que tu te dis que en fait, je les aime pas. Donc en fait, pourquoi je vais être là, je vais leur dire bonjour avec un sourire, je vais être agréable. Je les aime pas et tu te sens obligé de faire semblant. Alors qu'on parle de deux choses différentes. Être agréable aux gens, ça doit être ton trait de caractère avec tout le monde. Avec tout le monde, tu dois être poli. Avec tout le monde, tu dois sourire. Avec tout le monde. Tant qu'on t'a pas manqué de respect directement, sois poli, souris, sois agréable. Mais tu peux ne pas apprécier certaines personnes. Tu peux ne pas les aimer parce qu'ils ont un trait de caractère, quelque chose qui fait que, t'arrives pas. Mais l'agréabilité relève de toi. Toi, tu es au travail, tu sais que tu veux des relations paisibles au travail parce que tu passes beaucoup de temps au travail. Il est hors de question que ce soit un environnement de torture, un enfer sur terre, comme j'aime appeler. Donc, tu vas être agréable. Mais être agréable ne veut pas dire apprécier les gens. Être agréable ne veut pas dire aimer les gens. Aimer quelqu'un, c'est puissant. Aimer quelqu'un doit s'accompagner d'actes. Les efforts, l'acceptation de l'autre, accepter ses erreurs, accepter ses défauts, lui montrer de l'amour tous les jours, lui prouver tous les jours qu'on l'aime. Tout ça, c'est des efforts. Et je ne suis même pas rentrée dans les détails. Quand tu es agréable à quelqu'un, tu n'as pas besoin de faire tous ces efforts-là. T'as pas besoin. On est dans deux dimensions différentes, ça n'a rien à voir. Il faut bien faire la distinction. Ça peut arriver au travail que tu apprécies les gens, que tu aimes les gens, tu aimes tes collègues et tu as peut-être aussi été habitué à travailler avec des gens que tu aimais bien. Donc pour toi, être agréable, c'était pas une corvée, c'était pas un fardeau parce que tu les appréciais. Donc c'est la suite logique. Quand on aime quelqu'un, on lui est agréable. En revanche, quand on n'aime pas quelqu'un, être agréable, ça devient beaucoup plus dur. Mais ton agréabilité, elle doit pas être plafonnée, ou je dirais plutôt corrélée à l'amour que tu portes aux gens. Ton agréabilité, elle doit être là tout le temps, elle doit être éternelle, immuable, ça ne bouge pas. Une fois que tu auras compris que tu peux être agréable au travail sans aimer les gens, ça va mieux aller, tu vas pas te sentir dans du semblant, parce que tu sais que c'est deux choses différentes, tu sais qu'on n'est pas dans la même dimension. Les gens que tu n'aimes pas au travail, tu n'es pas obligé de garder un contact avec eux en dehors du travail. Par contre, quand tu es sur les lieux du travail, tu es agréable avec eux. Et ça ne signifie pas que tu fais semblant de les aimer. Tu es juste agréable. C'est une qualité qui est différente de l'amour. J'espère que ma réponse t'a aidé. Je sais que c'est une question un petit peu épineuse. Et la question que tu poses, elle s'ancre dans un vécu, c'est sûr. Parce qu'il y a un moment, moi aussi, je me suis un peu posé cette question. Donc, si tu veux plus de précision, n'hésite pas à m'écrire en privé sur tous les réseaux sociaux ou à travers mon mail. On passe à la quatrième question. Quatrième question qui m'a été posée sur TikTok en privé. La question est la suivante. Comment créer du lien avec des collègues qui m'intéressent sans trop m'exposer? Pour donner des éléments de contexte, cette question m'a été posée par une abonnée sur TikTok. Dans un environnement de travail qui est plutôt cool, elle apprécie certains collègues et elle aimerait avoir plus qu'un lien de collègues avec ces personnes. Ce que je te conseillerais, c'est de suivre le même processus qu'en amitié normale, à deux différences près. La première différence, c'est que la personne, tu la connais du travail. Donc, il va falloir que les relations plus intimes que vous avez, les discussions plus intimes que vous avez, se passent en dehors du lieu de travail. Faites des sorties en dehors du lieu de travail, que ce soit après le travail, pendant la pause déjeuner ou autre. Sortez en dehors des locaux du travail. Votre amitié ne peut pas que se baser sur vos heures de travail. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que tu vas devoir établir des limites dans ce que tu dis au travail. Donc,
dans l'enceinte des lieux de ton travail, les discussions que vous avez, etc., et à l'extérieur. Plus tu vas faire ce distinguo-là, plus dans la tête aussi de ta collègue que tu apprécies, elle va faire ce distinguo et elle va se dire, ok, dans tous les cas, ça, on va parler de ça au téléphone. Là, on est là juste pour travailler. Quand tu vas établir cette différence entre travail et amitié, même si cette personne est au travail, on voit qu'il y a une vraie scission, en fait, dans vos relations amicales et dans vos relations professionnelles. Ça permet de garder le cadre professionnel et le cadre amical en dehors des lieux du travail. Quand tu penses comme ça, t'as plus la peur de te dire je vais trop m'exposer, je vais trop en dire et tout. Parce qu'à la fin de la journée, tu veux être ami avec cette personne. Parce que tu l'apprécies. À partir du moment où tu veux être ami avec cette personne, tu vas forcément te livrer. Elle va elle aussi se livrer. C'est ce que tu dois attendre dans tous les cas. Il n'est pas question que tu parles à sens unique, que tu te livres toute seule. L'autre aussi va se livrer. Vous êtes dans une relation amicale, forcément, si vous ne faites pas de limites, si vous ne mettez pas de limites plutôt nettes, tu as cette peur de t'exposer. Mais quand la limite est mise, tu n'as plus cette peur. Donc moi, vraiment, j'insiste vraiment sur ces deux différences qui est de s'extraire du monde du travail pour créer votre amitié. Et deuxième point, mettre des limites franches entre les relations professionnelles que vous entretenez et les relations amicales, la relation amicale que vous entretenez à l'extérieur du lieu de travail. J'espère que ma réponse a été claire et t'a aidé. Si tu as d'autres questions, comme tu l'as fait sur TikTok, n'hésite pas à me réécrire et je t'apporterai plus de précision. On passe à la 5e question. 5e question, comment gérer une collègue qui donne des ordres et me laisse faire tout le travail? Alors je sais déjà que tu es dans une situation qui est difficile. Les collègues comme ça, on les connaît tous, ils se pensent pour les chefs, ils n'ont aucune accréditation, aucun titre, mais ils aiment avoir le pouvoir sur les autres, on les connaît. Dans ce cas de figure, il faut court-circuiter cette collègue qui te donne des ordres et te référer directement au supérieur. Avant même qu'elle te donne des ordres, toi va chercher les ordres d'en haut, écris-les sur papier, et si elle vient te donner des ordres au contraire, tu dis non, moi je suis allée voir au-dessus, on m'a dit ça, ça, ça et ça. Maintenant, la situation, elle est plus compliquée si tu as un supérieur qui s'aligne à sa position. Si le supérieur s'aligne à sa position, des fois même ils sont pas concertés, mais c'est juste que ce qu'il dit, c'est ce qu'elle dit, et ben tu suis. Mais tu suis pas en te disant que je suis ce qu'elle m'a dit. Je suis parce qu'au-dessus, on me l'a dit. Et dès qu'elle te donne un ordre, n'hésite pas à dire, plutôt, on m'a déjà donné cet ordre-là, on m'a déjà donné cette mission. Je suis au courant de ce que je dois faire. Je suis allée voir plus haut ce matin. Voilà les tâches qu'on m'a données. Elle va se sentir ridicule. Parce que tu as court-circuité, tu es allé voir le supérieur hiérarchique, il t'a donné ses ordres à lui. C'est peut-être les mêmes qu'elle, mais c'est pas elle qui les a dit, c'est au-dessus. Donc ça, il faut lui rappeler, c'est important. Pour ce qui est maintenant du travail, des tâches que tu accomplis en trop, parce qu'elle te laisse tout le travail. Elle te laisse tout le travail parce que vous êtes en équipe. Je pense que c'est ça. Quand vous êtes en équipe, vous avez aussi des tâches singulières à faire, on est d'accord. En haut, il y a une personne qui gère cette équipe et elle donne des missions spécifiques à chacun. On est d'accord. Est-ce que toi, tu connais tes missions spécifiques ? Est-ce que tu tiens un registre de tes missions spécifiques ? Est-ce que tu le notifies quand tu as fait tes missions spécifiques ? Si la réponse est non, il faut peut-être commencer par là. Tiens un registre, un cahier, un logiciel, des notes sur ton ordinateur ou que sais-je, où tu notes précisément les tâches que tu as fait. Ça, c'est important. Si ça persiste, plains-toi. Quand je dis te plaindre, va pas en pleurant, va pas en accusant les autres, en étant véhément et tout. Non. Il va pas te plaindre à la personne concernée, ça va rien changer. Va te plaindre en haut. Je remarque que je fais plus de tâches que convenu. Mes tâches régulières, les voici, elles sont toujours accomplies en temps et en heure. En revanche, c'est pas le cas de tout le monde. Et je me retrouve à faire les tâches des autres pour pas que l'équipe se retrouve dans le mal. Et ça, je peux pas accepter ça. Donc, est-ce que vous pouvez procéder à une réunion, par exemple, où on remet les pendules à l'heure, où on rappelle à tout le monde ses tâches afin que cette situation s'améliore et que je me sente aussi allégée. Si la réponse est positive et qu'il n'y a pas de changement, ou si la réponse est négative, dans ce cas-là, avec tes tâches, prends ton temps. Si on te donne des tâches à faire dans une journée,
c'est qu'on estime que tu peux prendre la journée pour accomplir ces tâches. Donc, peut-être que tu es productive, peut-être que tu aimes faire beaucoup de choses, mais ça te dérange en fait de faire les tâches des autres. C'est pour ça que tu m'as posé la question. Donc, si ça te dérange de faire les tâches des autres, occupe-toi de tes propres tâches et étends-les sur la journée. Quitte à faire autre chose entre-temps. Tu sais que tu as 3 tâches à faire dans la journée. Normalement, en 3 heures, c'est plié. Et tu as 8 heures pour accomplir ces tâches. Ben, fais tes tâches administratives à côté. Prends de l'avance sur un grand projet sur lequel tu es en train de travailler au travail, qui concerne le travail directement ou qui concerne autre chose. Dans tous les cas, étends-toi. Fais tes tâches de sorte à ce que tu aies réalisé toutes tes tâches à la fin de la journée et que tu n'aies pas eu le temps de faire les tâches des autres. Et comme ça va se voir aussi qu'elle ne fait pas son travail. Parce que quand tu la couvres à chaque fois, tu fais son travail à sa place, comment tu veux qu'au-dessus, on voit qu'elle ne travaille pas? Parfois, on pense bien faire les choses, mais en réalité, on ne fait pas les choses correctement pour qu'elles s'améliorent, en fait. Si tu veux que les choses s'améliorent, c'est pas gamin de faire ça. C'est pas méchant de faire ça. C'est pour qu'elle se rende compte, en fait, que c'est un boulet pour toute l'équipe. Elle fait les choses en retard, cette collègue. Elle ne fait pas les choses correctement. Elle me laisse tout le travail. Et moi, je ne peux pas le réaliser. C'est à elle de le faire normalement. Comment tu veux qu'elle se rende compte de ça elle-même? Et comment tu veux qu'au-dessus, on se rende compte de ça aussi? Ralentir sur tes tâches, c'est pas méchant. Ça va permettre de révéler les choses. Et en plus, je répète, ça te saoule de faire les tâches d'une autre. Donc si ça te saoule, suis ce que je te dis. Si ça te saoulait pas, t'allais pas poser cette question. Si tu le fais de bon cœur, tu veux aider les autres de bon cœur, tu sais que toi, en 2-3 heures, tu plies tes choses, tu vas aller aider les autres, sans souci. Mais si ça te saoule, tu le fais pas de bon cœur, laisse ça de côté et suis les différents conseils que je t'ai donnés. On passe à la 6e question. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et t'aide, et également à participer à la discussion en commentaire. Donc tu peux me poser des questions, tu peux me poser la question pour la FAQ du mois de juin, tu peux me donner ton avis, me donner des suggestions d'épisodes ou même des critiques. Tu as l'espace commentaire sur Spotify pour le faire. Donc une fois que tu as mis les étoiles et que tu as mis un commentaire, on peut poursuivre. Question numéro 6. Comment améliorer mon vocabulaire? Merci pour ta question parce qu'elle est pertinente lorsqu'on parle de faire évoluer son cercle amical. Avoir des amis qui ont de la culture, des personnes d'un autre statut social, des personnes qui ont un goal, des personnes qui vont dans certains endroits, sont dans les bons endroits. C'est important d'avoir le bon vocabulaire, un vocabulaire adapté. Donc c'est une très bonne question et je vais y répondre. Premièrement, pour améliorer son vocabulaire, il faut l'enrichir. Enrichir son vocabulaire, ça veut dire avoir une base de mots plus élevée, connaître plus de mots. Et pour connaître plus de mots, il faut déjà lire. La lecture, c'est très important parce que ça te permet de connaître davantage de mots. On est dans une langue très riche, la langue française, c'est une langue qui est très riche. Pour une même situation, pour un même fait, pour un même objet, on a différents mots et c'est important de connaître différents mots pour une situation, pour un objet. C'est ce qui montre aussi la richesse de ton vocabulaire. Quand tu sais dire la même chose de différentes manières, on voit que là, tu as du vocabulaire. À part la lecture, je te conseille de regarder des documentaires. L'audience qui regarde des documentaires, c'est une autre audience que celle qui est sur les réseaux sociaux, qui est sur TikTok ou autre. Donc le vocabulaire employé, c'est un vocabulaire qui est plus technique, qui est plus soutenu. Forcément, tu vas apprendre des mots, tu vas enrichir ton vocabulaire. De manière générale, les contenus d'experts, qu'importe le domaine, sont des contenus avec un vocabulaire plus riche. À chaque domaine, son jargon. En droit, il y a un jargon, en médecine, il y a un jargon, en communication, en marketing, en cuisine, pour le cinéma, pour le foot, pour le basket. Chaque domaine a son jargon. Plus tu t'intéresses déjà à différentes choses, plus tu vas avoir un vocabulaire riche, mais sans aller jusque-là. Si tu t'intéresses à une chose, mais de manière spécifique, avec des experts, avec des personnes qui connaissent leur domaine, ton vocabulaire va automatiquement s'enrichir. Habitue-toi à écouter des contenus d'experts. Et enfin, la 3e chose pour améliorer son vocabulaire, c'est d'employer les nouveaux mots que tu as appris. C'est bien d'apprendre les choses, c'est bien de connaître beaucoup de choses, mais il faut les mettre en pratique. Mettre en pratique les mots que tu as appris, ça va te permettre de les mémoriser.
plus tu les mémorises, plus tu es à même de les réutiliser dans d'autres conversations, par exemple. Une fois que tu as appris un nouveau mot, crée un contexte pour l'employer, que ce soit en discussion avec tes amis, au téléphone, quand tu rencontres une nouvelle personne, au travers des comptes rendus que tu rends au travail, par exemple, les notes de synthèse que tu fais si tu es encore étudiant. Enfin bref, crée un contexte pour utiliser les nouveaux mots que tu as appris. Plus tu emploies les nouveaux mots que tu as appris, plus tu les mémorises et automatiquement, ça devient ta seconde nature. C'est des mots qui entrent dans ton vocabulaire quotidien et tu t'exprimes d'une meilleure manière. Donc, je résume. Premier point, la lecture qui est essentielle. Deuxième point, l'écoute de documentaires et de contenus d'experts de manière générale. Et troisième point, l'emploi du vocabulaire qu'on a appris. J'espère que mes 3 points t'ont aidé et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'écrire en privé sur les réseaux sociaux ou par mail que tu préfères. On passe à la 7e question. 7e question, devrais-je couper les ponts avec mes parents? Alors ça, c'est une question que je pose moi-même. Je me pose moi-même une question en regardant la valse des commentaires défilés de mes différents posts sur TikTok. Il y en a beaucoup. La solution pour eux, c'est de couper les ponts. Or, j'ai déjà eu une question qui m'a été posée dans la première FAQ, je crois, où justement, la dame qui m'a posé cette question ne voulait pas couper les ponts. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça va être intéressant de poser cette question en FAQ pour pouvoir y répondre. C'est pas tout le temps la solution de couper les ponts avec les parents. Et peut-être que t'as pas envie de le faire. Mais comme tu vois que tout le monde t'encourage à ça, tu commences à envisager l'option. Couper les ponts avec les parents, déjà, c'est pas quelque chose de normal pour tout le monde. Il y en a, ils ont une facilité à se détacher des gens avec qui ils ont grandi, parce qu'il y a de la toxicité, parce qu'il y a eu des événements qui touchent, plein de raisons. Il y en a pour qui c'est facile, il y en a pour qui c'est difficile, et il y en a pour qui c'est pas recommandé, en religion, en culture, en tradition. Et ça, je le comprends très bien. Moi-même, dans ce que je crois, c'est pas la meilleure chose à faire de couper les ponts avec mes parents. Mais je conçois qu'il y a des moments, qu'il y a des situations qui obligent de couper les ponts avec ses parents. Quand la situation, elle est très difficile, quand la toxicité nous prend beaucoup, quand on est dans un cadre qui est vraiment très 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 instable. Je comprends que ça arrive, mais c'est pas la solution pour moi à tous les problèmes. Parfois, les gens veulent couper les ponts avec leurs parents parce qu'ils sont pas capables de les accepter comme ils sont. Ils sont pas capables d'accepter leurs mauvais côtés, d'accepter leurs défauts, d'accepter leur part même de toxicité. Il faut se dire la vérité sur la toxicité. Moi, je différencie la toxicité qui est à un niveau très poussé. Donc là, on parle du pervers narcissique, la manipulation et autres. On est vraiment dans de la toxicité poussée et la toxicité, la petite toxicité, entre guillemets. Pas pour dire qu'elle sert à rien, pas pour dire qu'elle n'est pas grave. Il faut la soigner, entre guillemets. Mais on a tous cette part de toxicité dans le sens où on n'est pas sain dans tout ce qu'on fait. Et ça arrive. Cette petite toxicité-là, des fois, il faut l'accepter. Surtout quand il s'agit de nos parents. Nos parents, à un certain moment, on ne vit plus avec eux. Il y a tellement de moyens d'avoir une relation distante avec ses parents sans couper les ponts que je me dis que pourquoi couper les ponts avec ses parents quand ça reste tes parents? Tu veux peut-être que tes enfants connaissent leurs grands-parents. Tu veux peut-être toi aussi conserver le lien avec tes parents parce qu'au fond tu les aimes. Tu veux prendre soin d'eux et tu veux aussi être reconnaissante par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour toi. Tu peux vivre dans une autre maison, tu peux changer de ville, tu peux changer de pays, tu peux même ne pas les voir, mais tu peux quand même les appeler. Tu peux quand même leur écrire. Tu peux quand même conserver un dialogue avec eux. Donc vous voyez, il faut avoir de la nuance dans ce qu'on dit. Couper les ponts, c'est la solution qui aujourd'hui est trop facile. Personne ne veut faire d'efforts, et surtout dans les relations familiales. J'ai l'impression que je suis un ovni quand je dis qu'il faut faire des efforts en famille, mais c'est la vérité. En famille, il faut faire des efforts. Oui, t'as pas choisi tes frères et sœurs. Oui, t'as pas choisi tes parents. Oui, ils ont leur part de toxicité. Oui, tu as ta part de toxicité. Mais vous allez vous accepter. Vous allez faire des efforts. Et votre famille va s'améliorer. Vous allez préserver la santé de votre famille. Une famille, c'est important, hein.
Je sais qu'on est dans une société où on désacralise la famille ne sert plus à rien, tout est devenu laïque, il n'y a plus rien de sacré. Mais c'est pas parce que la société dit qu'il n'y a plus rien de sacré que toi, tu dois vivre selon ces codes-là. Le sacré, c'est important. La famille, c'est important. Demain, tu as une galère. En statistique, c'est plus ta famille qui va t'aider que les gens de dehors. Je ne parle pas des cas exceptionnels où tu as grandi sans famille, où ta famille est vraiment, vraiment toxique. Il y a eu un événement très grave qui fait qu'aujourd'hui, vous avez coupé les ponts. Pour les gens qui sont dans des situations basiques, avec des problèmes de famille que tout le monde rencontre, la solution de couper les ponts, il faut se calmer avec ça. Faut pas prendre les choses exceptionnelles pour des choses normales. Couper les ponts, c'est vraiment dans les cas extrêmes. Dans les cas extrêmes. Si tu n'es pas dedans, laisse cette affaire de couper les ponts. Tu peux conserver un lien, même distant avec tes parents, mais toujours conserver le lien. C'est important, c'est tes parents. C'est tes parents, ils ne sont pas que toxiques, ils t'ont aussi apporté des choses. Donc, trouve un moyen de conserver le lien avec eux. Maintenant, en fonction de ce que tu vis, c'est toi qui décides si le lien, il va être un lien vraiment intime, un lien proche, un lien fusionnel, un lien un peu plus distant. C'est toi qui gères. Mais couper les ponts, c'est pas toujours la solution. C'est vraiment ce que j'avais envie de dire avec cette question. On passe à la 8e question. 8e question. Quels sont les tips que je donnerais à un jeune manager ? Alors, j'ai répondu à cette question en faisant un post TikTok, mais je vais aussi y répondre ici parce que je pense que ceux qui m'écoutent vont profiter de ces réponses. Premier point, j'ai dit qu'il fallait avoir confiance en ses compétences. Si on t'a choisi, si tu es à cette place, c'est que tu as les compétences. Ok ? Et confiance. Si tu n'as pas confiance, les personnes que tu vas gérer ne vont pas avoir confiance en toi. Et si elles n'ont pas confiance en toi, le respect est mort. Et toi, tu es manager, tu es la personne qui manage une équipe, le respect doit régner. Donc pour que le respect règne, tu dois avoir confiance, ça c'est la première des choses. Deuxième point qui est un peu lié à la première, mais je vais faire le distinguo. Le syndrome de l'imposteur, mets ça de côté, mets ça à la poubelle. Tu mérites ta place. Dans le premier point, j'ai parlé de confiance en ses compétences, être sûr de ce que tu sais. Deuxième point, tu mérites ta place, tu n'as rien volé. Tous les sentiments qui te rapetissent, qui te montrent comme insignifiante et autres, tu mets ça à la poubelle. Encore une fois, ça va se sentir. C'est pas parce que tu es manager que tu as plus d'intelligence relationnelle que les gens que tu vas manager. Il y a des personnes que tu vas manager qui sont plus intelligentes que toi, qui ont un flair, qui sentent les choses. Elles vont voir que tu penses ne pas mériter les choses, elles vont voir que tu es un peu en train de flipper à chaque fois, tu stresses et tout parce que tu penses ne pas mériter les choses, tu te fais plus petite que petite alors que c'est toi qui dois inspirer confiance. Les gens avec un mauvais fond, les gens avec des mauvaises intentions vont profiter de ça. Donc, en plus d'avoir confiance en tes compétences, tu dois te dire que tu mérites cette place, tu l'as volée à personne, on te l'a accordée. Et enfin, troisième point que j'ai mentionné, c'est le suivant, apporter de la valeur. Apporter de la valeur, ça veut dire apporter de ton expertise, apporter de ta personne également. Parle de toi, parle de tes doutes, parle de ton parcours. Aider les autres, poser des questions, est-ce qu'elles vont bien, quelles sont leurs ambitions. Quand elles te font part d'un problème concernant leur travail, par exemple, t'engager à les aider sincèrement, avec patience. T'engager à répéter les choses jusqu'à ce que les autres vont comprendre, jusqu'à ce que les personnes que tu manages comprennent. Apporte de la valeur. Quelqu'un qui apporte de la valeur, c'est une personne qui est indispensable. Une personne qui est indispensable, on est obligé de la respecter parce que sa présence est indispensable. Si elle n'est plus là, les choses sont différentes au travail. Donc, premier point, confiance en ses compétences. Deuxième point, savoir que tu mérites ta place. Troisième point, apporter de la valeur aux personnes que tu manages. On passe à la 9e question. 9e question, devrais-je balancer ma collègue qui m'a mal parlé ? Alors pour cette question, il y a 2 solutions, mais il y en a une que je vais te préconiser. Première solution, c'est effectivement d'aller voir ton supérieur et lui faire part de cet incident. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de directement
parler avec la personne qui t'a mal parlé. Moi, je te conseille la deuxième solution. Pourquoi ? Parce que là, on est dans quelque chose d'informel. Le juridique, le légal, a très peu de choses à voir avec ça. C'est une relation entre collègues. Là, on t'a manqué de respect. Quand il y a un manque de respect direct, on le règle directement. On n'attend pas qu'un supérieur intervienne. Tu as une voix. Tu n'es pas obligé d'être véhémente. Tu n'es pas obligé de faire des invectives. Tu n'es pas obligé d'accuser frontalement. Tu peux te calmer et parler très sagement, même avec une pointe d'agréabilité, mais faire comprendre que pour toi, le respect, c'est essentiel. Quand il y a un manque de respect direct, je répète, on répond directement. On n'attend pas qu'une autorité agisse à notre place. Attendre qu'une autorité intervienne à notre place, c'est montrer indirectement notre faiblesse. On n'est pas capable de discuter avec quelqu'un sans s'énerver. On n'est pas capable d'imposer le respect juste par notre parole, juste par notre présence. Et ça, c'est pas bon. Il y a des personnes qui s'en fichent réellement que tu ailles voir le supérieur par le supérieur. Elles peuvent dire, mais déjà, c'est faux. Déjà, c'est faux. Il y a des personnes qui sont très culottées. Elles vont dire, c'est faux. Il n'y a pas de preuve. Et toi, tu n'as pas pris le temps d'enregistrer. Dans tous les cas, si tu enregistres, c'est illégal. Donc, qu'est-ce que tu vas dire ? Déjà, tu vas dans une position de faiblesse. Et en plus, on ment au visage comme ça. Tu vas chercher où la force ? Quelle force tu vas avoir ? Tu n'en auras pas. Donc, dans les moments comme ça, on règle les choses directement. Quand je dis régler les choses directement, je ne dis pas de répondre sur le coup. Il y en a qui n'ont pas cette facilité, je comprends. Moi, je répondrai sur le coup sans problème. Mais ça s'apprend. J'ai pas toujours réussi à faire ça. Peut-être que pour toi, c'est différent. Prends le temps d'apprendre. Mais quand je te dis de régler les choses directement, c'est de régler les choses avec cette personne. Quitte à appeler un autre collègue qui a été témoin, par exemple, un médiateur ou autre. Tu vois, mais au moins c'est entre collègues. Le supérieur, il n'a rien à voir dans ça. Honnêtement, il faut laisser les gens à leur place. Règle les choses directement, essaie d'avoir une discussion avec cette personne. Et dans tous les cas, il faut qu'elle comprenne que le manque de respect qui a lieu une fois ne peut pas avoir lieu une deuxième fois. Donc, je t'ai proposé les deux solutions, chacune avec leur lot de problèmes éventuels qui peuvent arriver. Je te conseille la deuxième solution parce que je trouve que c'est celle qui marque le plus, mais tu fais comme tu le sens et tu fais en fonction de ta personnalité. Dans tous les cas, il faut connaître les tenants et les aboutissants de ces actions. On passe à la 10e et dernière question. 10e question, comment travailler avec un supérieur hiérarchique hypocrite ? Alors, je ne vais pas être longue sur cette question. Je dirais simplement que quand on a un supérieur qui est hypocrite, on se gère solo. On ne crée pas de problème avec les autres. S'il y a des problèmes, on les règle solo, avec beaucoup de maîtrise de soi. On fait attention à ce qu'on dit. On fait son travail correctement, très soigné, plus que correctement même. Dans tous les cas, ce supérieur, il doit avoir une image de moi professionnelle, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est là pour bosser. Quand tu as un problème avec un supérieur hypocrite, c'est que soit ton travail n'est pas bon et donc tu comptes trop sur les liens informels, je dirais, ou soit tu es trop à l'origine des problèmes, tu es trop dans les problèmes et tu es même plus dans les problèmes que dans le travail. Un supérieur hypocrite, on s'en fiche quand on fait bien son travail. Tu sais même pas qu'il est hypocrite même, parce que tu es tellement concentré sur ton travail, tu es tellement concentré sur tes tâches, tu es tellement pas dans les problèmes, ou quand ils apparaissent, tu les gères tellement bien, qu'on sait que toi, tu n'es pas quelqu'un des problèmes, tu es là pour le travail. L'hypocrisie de ton supérieur ne peut pas se manifester dans ces conditions-là. Donc, quand on a un supérieur hiérarchique qui est hypocrite, on travaille. Notre image doit être la plus professionnelle possible. On travaille et on se maîtrise. Tu ne dois pas être quelqu'un des problèmes. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider. Tu verras que l'hypocrisie de ton supérieur ne va même pas se manifester. J'espère que je t'ai apporté une réponse satisfaisante. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à m'écrire et je pourrai préciser ma réponse. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a aidé. S'il t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage qui se pose peut-être les mêmes questions que celles qui sont présentes dans la FAQ. Elles pourront aussi poser leurs questions.
sur mes réseaux sociaux ou à travers mon mail. Si l'épisode t'a aidé et t'a plu, je t'invite aussi à mettre les étoiles et les commentaires. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, médite bien celui-ci. Prends soin de toi. Bye!